Bien, ce que je vous propose, moi, c'est de faire une interruption de séance pour permettre donc à l'intersyndicale du centre hospitalier public du Cotentin de pouvoir entrer et puis faire ses déclarations. Bonjour. Bonjour. On va peut-être donner une... Le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas de micro. Quelqu'un leur donne. Au niveau micro, il y a un micro portable derrière? D'accord. On va donner un micro. On va vous donner un... Merci, bonjour. Je ne sais pas s'ils ont distribué. Tu distribues peut-être C'est bon, tout le monde est là ou pas? Non, c'est plus toi. C'est un peu plus explicite, voilà. C'est plus court. C'est bon, tout le monde est rentré? Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, si nous sommes là aujourd'hui devant vous, c'est pour vous dire notre profonde déception par rapport à la situation de l'hôpital et au peu de soutien de nos élus locaux. Après 10 années de gestion calamiteuse de la part de la direction, qui a placé cet établissement dans un gouffre financier abyssal, gestion qui est aussi due à certaines pratiques médicales qui n'ont pas su tirer notre établissement vers le haut. Nous avions rencontré les différents élus de notre région, espérant un soutien sans faille devant les projets pharaoniques et les suppressions de postes prévues par la nouvelle direction, 150 postes sur 3 ans, et 20 millions d'investissements, montant égal au déficit. Nous pensions avoir le soutien de monsieur le maire de Cherbourg-Octeville, qui nous avait dit que cette réforme était injuste. Le directeur, malgré les négociations, a envoyé une lettre à l'ensemble du personnel pour expliquer la mise en place des nouvelles réorganisations. Cette lettre était co-signée par le président du conseil de surveillance et maire de Cherbourg-Octeville. Comment avez-vous pu signer une telle lettre? Notre ancien maire, qui venait chaque année nous expliquer lors des vœux à l'hôpital que cette politique de tarification à l'activité
allait tuer l'hôpital public et qu'il fallait changer cela semble aujourd'hui avoir la mémoire bien courte. Il prévoit même de faire des économies en baissant les tarifs de remboursement des actes pratiqués dans les hôpitaux et parle de restructuration. On achève bien les chevaux, Monsieur le ministre. Le nouveau directeur, qui en arrivant nous promettait de changer les choses et de relancer par exemple la chirurgie ambulatoire, se réfugie aujourd'hui devant ce triste bilan de 7 millions de déficit supplémentaires derrière l'épisode neigeux en début d'année. Quelle belle excuse! Il n'a rien fait pour organiser le bloc, ni l'activité dans certains services. Il n'a rien fait non plus concernant l'intérim médical, qui est passé de 1,7 million en 2011 pour passer en 1,9 million en 2012, soit près de 10% du déficit. Il est inacceptable de payer un intérimaire 900 € par jour et de demander 5 RTT au personnel paramédical pour redresser les finances. Il prévoit d'investir 20 millions d'euros, soit le montant de la dette. Les réorganisations auxquelles le personnel paramédical n'est pas associé rendent encore le malaise plus palpable dans les équipes et cela finira par se ressentir sur la prise en charge du patient. Toutes ces réorganisations et suppressions de personnel ne vont servir qu'à montrer aux banques la bonne gestion de notre directeur, qui n'aura joué que sur le volant de la masse salariale, mais juste sur le personnel paramédical une fois de plus. Nous sommes venus vous rappeler vos promesses et vous dire que même en donnant tous nos congés, tous nos RTT, cet établissement ne sortira pas comme ça, que si un jour la chirurgie devait disparaître, voire plusieurs services de cet établissement, privant ainsi la population du Nord-Cotentin des soins de proximité, nous, personnel hospitalier et patients, saurons nous rappeler à votre bon souvenir avec un des seuls droits qui nous restera, le droit de vote. Bon, je vous remercie de votre intervention et, comme je vous l'ai dit, je peux comprendre quelle est à l'heure actuelle vos interrogations. Je peux comprendre quelle peut être d'une certaine façon votre colère. Ce que je ne voudrais pas, c'est que nous soyons dans l'incompréhension. Juste quelques éléments que je rappelle aux membres du conseil municipal, c'est que notre hôpital public du Cotentin est malheureusement en danger. Et à ce titre, donc il y a certes des déficits, mais d'une certaine façon, il risque aussi d'être en cessation de paiement. Alors cela est dû certes à un contexte qui n'est pas favorable, et vous l'avez souligné, l'adoption en 2003 de la T2A, donc la tarification à l'activité, ne joue pas en faveur notamment des missions d'intérêt général d'un hôpital public, mais au-delà de cette tarification, il y a aussi, et il faut le reconnaître, des problèmes d'organisation, un déficit d'attractivité qui fait que nous avons des difficultés, qu'il y a des difficultés à recruter des nouveaux médecins. Et puis il y a aussi dans l'organisation, et ça c'est un des points qui avait été mené par l'audit, une consommation de ressources qui est peut-être un petit peu supérieure à ce qui se fait dans des hôpitaux de taille comparable. D'où la nécessité de réduire le déficit, tout en continuant bien évidemment à améliorer l'accueil et la prise en charge des patients, sans dégrader les conditions de travail des agents. Alors, quelles sont les pistes? Et c'est là où ça devient intéressant. Que dit l'audit PHME? L'audit PHME propose un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est le développement de l'activité. Et à ce titre, nous inaugurerons lundi prochain, à Valognes, une nouvelle unité, qui est une unité cognitivo-comportementale pour les soins de suite et de réadaptation pour les personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer. Cette unité qui sera ouverte sur Valognes créera 20 emplois. Le développement de l'activité, le développement... Bon,
bon, permettra, c'est une activité, non, alors on est d'accord, c'est une activité nouvelle qui permettra, qui occupera, si on peut dire, 20 personnes. C'est dur. On est d'accord sur le fait que ça c'est du redéploiement. C'est pas de la création d'emplois supplémentaires, mais néanmoins, bon, toujours est-il que le développement de l'activité fait partie, bien évidemment, des pistes de travail, le renforcement de l'offre de soins. Et à ce titre, donc, un certain nombre de choses ont été mises en avant, notamment, puisqu'on parlait tout à l'heure de Valognes, mais le fait que sur Valognes, on peut aussi développer des consultations avancées sur l'ensemble du bassin de vie qui sont au sud de Valognes. Là, alors, l'HAD de Valognes a été regroupé en unisite et qui permettra d'augmenter la capacité d'accueil et le développement. Ensuite, la deuxième piste, et c'est une piste que nous travaillons en lien avec Geneviève Gosselin, c'est les discussions avec l'Agence régionale de santé. À ce titre, n'oublions pas que sur le déficit de 7 millions de l'année dernière, l'Agence régionale de santé a apporté une dotation complémentaire de 3 millions d'euros. Cette année, pour faire face aux difficultés urgentes de l'hôpital, durant l'été ou avant l'été, elle a apporté 1 250 000. D'autre part, donc, elle facilite l'aide à l'emprunt parce que nous sommes à la limite de la cessation de paiement. Et que d'autre part, donc, elle est attentive pour que l'hôpital du centre hospitalier public du Cotentin puisse, d'une certaine façon, faire partie de mesures nationales d'accompagnement. En ce qui concerne... On peut vous justifier devant les gens qui sont ici que l'ARS va doter le CHU qui a 143 millions de déficit et qui veut faire une bonne solidarité, alors qu'ici les gens ont 20 millions, leur demande de se serrer la ceinture. Je vous rappelle que votre gouvernement a bloqué le point d'indice également. Enfin, ces gens qui sont au gouvernement ont bloqué le point d'indice. Madame Gosselin qui ici pourrait nous le dire. Il n'a pas prévu de réévaluation en 2015. Vous demandez aux gens de supprimer leur RTT pour compensation de quoi? Ni à ces gens-là de quoi? Arrêtez-vous à faire des poches. Voilà. Et je vous rappelle comment ça fait que l'hôpital est une institution ancestrale que vous devez défendre et que vous défendez. Ouais. Bon. Alors, dernier point. Je termine. Je voudrais simplement vous dire une dernière chose. Si des efforts doivent être consentis, les efforts doivent être équitablement répartis. Alors, en ce qui concerne les... Bon. En ce qui concerne le personnel médical, bon. Non, mais je... Vous dites que les trop personnels, mais rappelons ici à l'Assemblée que l'hôpital Pasteur accueille 19,7% de personnes de plus de 80 ans. Tout à fait. La moyenne nationale est de 12%. Tout à fait. Non, mais... Je suis... Voilà. Bon. Je voudrais juste terminer par une information. Cette information, elle concerne le personnel médical. Le personnel médical va avoir un certain nombre d'orientations, parce que c'est vrai, on sent qu'il y a une volonté du personnel médical de faire des efforts. On sent... Je termine. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas se contenter d'une intention.
Il ne faut pas se contenter d'une intention. C'est pour ça qu'il est demandé et exigé une bonne régulation de la présence médicale. Il est demandé et exigé la réduction de l'intérim. Il est demandé et exigé la diminution des plages additionnelles, la production de tableaux de congés médicaux au moins 6 mois à l'avance, la diminution du coût des astreintes opérationnelles, comme vous dites, l'audit PHME préconise de passer de 9 pôles à 3 et qu'après une concertation avec ces messieurs les médecins, on passe à 5. C'est toujours pas effectif, plus d'un an que M. Morin est là. Alors, le premier pôle, on ne va pas discuter sur le plan des pôles, mais le premier pôle qui serait mis en place, c'est le pôle mère-enfant. C'est lui. Bon. Enfin, pour terminer, il... Je vais vous dire, pour appuyer, donc je termine mes propos par rapport à ce qui est demandé au personnel et aux médecins, c'est bien le respect des obligations réglementaires en matière de tableau de service, de validation de temps de travail médical et du respect des règles de fonctionnement, que ce soit notamment au niveau des plannings et au niveau des rendez-vous. Et vous savez très bien qu'il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. Ce que je ne voudrais absolument pas, c'est que dans cette réunion, on oppose les uns et les autres. Chacun a la conscience de défendre le service public. Et que nous avons... Voilà. Voilà. Il y a une chose qu'on peut vous dire. Ça fait déjà 3-4 mois qu'on demande qu'il y ait une réunion médecin personnel inconcerné. Depuis 4 mois, rien. La direction tourne en rond. D'accord. Donc le personnel ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans cet établissement. Par contre, on va subir ce qui va se passer. Monsieur Houllier, nous, ce qu'on demande, c'est pas compliqué, on ne veut pas de privilèges, on ne veut rien, on veut l'effacement de la dette de notre établissement. 21 millions, c'est rien 21 millions. Nous, on veut l'effacement de cette dette pour repartir sur des bases saines. On ne perdra aucun RTT, on ne passera pas en 12 heures et il est hors de question qu'on mette la population charbourgeoise en danger. Prétexte de faire des économies. Effacement de la dette, on exige. C'est votre demande. Messieurs les élus, il y a 90 milliards tous les ans de fraude fiscale. Là, on vient de nous dire qu'il y avait 30 milliards tous les ans aussi de fraude à la TVA. De plus, le gouvernement a fait 200 milliards de cadeaux d'exonération de cotisations sociales aux patrons. Alors s'il y a de l'argent à récupérer, c'est là-dessus qu'on doit récupérer, et pas sur un petit personnel qui fait tous les jours des efforts. Si vous le permettez, je voudrais juste rajouter quelque chose pour essayer d'aller peut-être de l'avant dans le concret. D'abord, je ne referai pas l'historique. On s'est rencontrés, vous êtes venus me voir. J'avais transmis une demande de médiation au ministère de Madame Touraine. Et à l'issue de cette demande de médiation, j'avais eu un coup de fil de l'ARS qui souhaitait qu'avant qu'un médiateur soit nommé,
il puisse vous rencontrer et qu'une nouvelle négociation soit à nouveau mise en place. À l'échec de cette négociation, nous avons reçu à nouveau avec Bernard Cazeneuve, qui devait faire une intervention. Effectivement, je ne reviendrai pas sur la dotation complémentaire de l'ARS. Et nous avons, avec Monsieur le maire et Monsieur Cazeneuve, reçu Monsieur Morin à l'époque. Et je crois que les propos que nous avions eus étaient très très clairs. C'était que pour nous, il n'était pas question qu'il y ait un accord qui puisse être signé sans que soit remise à plat la totalité des activités de l'hôpital, y compris l'organisation des activités médicales, et que si des efforts devaient être faits, ils devaient être faits par l'ensemble du personnel. Alors, à la date d'aujourd'hui, ce que je vous propose concrètement, c'est d'une part, bien évidemment, de relayer toutes les informations que vous avez données aujourd'hui. Si vous pouviez aussi, je crois que vous avez préparé une motion, me la donner pour que je puisse très rapidement la transmettre à la fois à la ministre des Affaires sociales pour indiquer que la situation est toujours bloquée et qu'il n'y a pas eu d'avancée sur la réorganisation de l'activité médicale. Et puis, vous dire aussi, je suppose que vous l'avez lu, certes, je comprends votre agacement par rapport à l'ONDAM et par rapport à la tarification, mais que vient de sortir la stratégie nationale de santé. C'est creux, c'est complètement creux. Avec un engagement précis qui est de recalculer les nouveaux modes de rémunération qui sont mis en place, avec un objectif de revoir la rémunération des hôpitaux sur les objectifs de santé publique, et notamment le modèle de tarification à l'activité va être réajusté pour l'ensemble des hôpitaux publics. C'est bien une volonté affichée nationale. Je vous donne le document si vous voulez. Certes, je comprends bien que ça ne donne pas une réponse à votre préoccupation immédiate, mais c'est un pas en avant pour une réorganisation. Ce que je souhaiterais donc, j'en terminerai là, c'est que vous puissiez me déposer notamment une motion avec vos demandes précises, celle qui est là, pour que je puisse dès demain la transmettre à la fois au ministère de la Santé et celui du budget. Ma question est de savoir si vous souhaitez qu'à nouveau, je redemande une médiation. Oui. Ça va, vous Pas savez avec que des négociations qu'on retourne, puisque c'est l'ARS, vous parlez de l'ARS. L'ARS, au mois de juin, on est allé les rencontrer. Ils nous ont dit, vous retournez à la table des négociations. D'accord, on est retourné à la table des négociations et il n'y a pas eu un iota de bouger. Oui, on a bien compris. C'est-à-dire qu'on est toujours sur 5 RTT de perte pour le des plannings personnel, en 12 heures. Des plannings en 12 heures et pas 40 mises en stage d'ici la fin de l'année, alors qu'on n'en a pas eu. 600 contractuels, alors qu'on n'en a pas eu en 2012. sur le prochain EPRD, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à activité égale, avec la tarification à l'activité, on perd de l'argent. On peut remarquer que, par exemple, 80% des hospitalisations sont dues aux urgences. Il n'y a que 43% d'activités programmées sur cet établissement. La problématique est là, plus la tarification à l'activité, et on a une spécificité géographique ici. Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, nous n'avons que 2 SMUR sur Valognes et Cherbourg. Si les 2 SMUR sont engagés le jour où vous, autour de cette table, où nous, vous faites un arrêt cardiaque, vous êtes mort. Parce que même si vient vous chercher, pour la coronographie, il faudra vous transférer au CHU de Caen, soit 120 km. C'est inadmissible. Nous n'avons pas les mêmes chances de survie dans cette région.
Au revoir, merci. Bon. Alors, je sais plus où on en était. Ici, 225. Revitalisation du commerce et de l'artisanat. C'est Guylaine. Voilà. Juste après.